Aussi longtemps que les lions n'auront pas leur propre conteur, les récits de chasse continueront de glorifier le chasseur. Proverbe africain. Bienvenue sur Negus Storyteller, une toute nouvelle chaîne dédiée aux œuvres et aux créateurs qui mettent en scène la communauté noire dans la pop culture. Pour ce second épisode, il sera question de Black is King, un film, ou plutôt un album visuel, écrit, produit et mis en scène par notre Queen Bee internationale. J'ai nommé Beyoncé Jeanette Knowles Carter. Réalisé dans la continuité de sa participation dans le remake du film Le Roi Lion, où elle prêtait sa voix à la petite lionne Nala, cette réalisation est selon ses propres mots un prolongement musical de l'album The Lion King, The Gift. Avant de parler de la polémique d'appropriation culturelle qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, j'aimerais surtout m'attarder sur ce qui est au final le message de cette création et ce que Beyoncé a voulu véhiculer à travers le fond et la forme. Dans la mesure où nous sommes là face à un album visuel et non un film, il n'y a pas de scénario à proprement parler. Néanmoins, Beyoncé voulait très clairement nous raconter une histoire, et pour ce faire, elle a entrecoupé ses clips de monologues dont certains sont tirés du film Le Roi Lion, mais la majorité des textes sont des originaux écrits pour être la narration de ce conte moderne version Queen Bee. À mes yeux, on peut identifier 4 grands thèmes. Tout d'abord, l'identité. Le thème est très présent tout au long du film, avec une question qui est souvent posée au jeune souverain, à savoir « Qui es-tu » On lui demandera même « De quoi as-tu peur ?» Comme pour lui dire de ne pas avoir peur de ce qu'il est vraiment et d'embrasser sa vraie nature. On peut entendre des passages tels que « Les gens ne se souviennent pas qui ils étaient, ce qu'ils étaient, d'où on les a arrachés et pourquoi a-t-on voulu qu'ils oublient ?» Ou encore « Vivre sans reflet si longtemps finit par te faire douter de ta propre existence. » À mes yeux, le passage qui résume le mieux cette question de l'identité est celui avec Jay-Z qui nous dit « Je ne connais même pas ma langue maternelle. Si je ne peux pas me parler, je ne me pense pas. Si je ne me pense pas, alors je ne peux pas être. Et si je ne peux pas être, je ne me connais pas. » La question de la langue est cruciale dans l'histoire des peuples, car on sait tous qu'elle est la première des identités, celle qui façonne la psychologie et la façon de penser, celle qui permet de se penser et de communiquer avec les autres. La voix off dira également « Je porte mon collier Nefertiti, je ne l'enlève jamais, je connais mon histoire, je l'ai étudiée. » Cette phrase est sans nul doute un petit clin d'œil de la Queen à ses détracteurs qui l'avaient accusé au printemps 2018 de piller l'héritage de Nefertiti pour des motifs d'esthétisme mercantile. Le second thème très présent est celui de l'héritage et de la spiritualité. Les ancêtres et les rois sont omniprésents dans ce récit. On peut entendre « Les grands rois régnaient ici bien avant nous, maîtres des savoirs célestes et ancestraux. Les grands rois du passé veillent sur nous depuis là-haut. Quand tu te sentiras seul, souviens-toi que ces rois seront toujours là pour te guider. Un vrai roi ne meurt jamais. Nos ancêtres sont là, à nos côtés. Lorsque le vent embrassa les étoiles, ils chantèrent leur mélodie et les ancêtres revinrent, le visage souriant. » Beyoncé nous invite donc là à nous reconnecter avec nos prédécesseurs, reprenant ainsi la base de la plupart des cultures et spiritualités africaines endogènes, avec l'importance des ancêtres, leur présence parmi nous par-delà la mort physique, toujours là pour nous guider. Cet héritage prend même un sens philosophique lorsqu'elle nous dit « Tout irait mieux en ce monde si les rois et les reines comprenaient qu'être égaux et vivre dans un équilibre mutuel, c'est la voie que suivaient nos ancêtres, c'est la voie de l'Afrique. » Le troisième thème est celui de la famille et de la communauté. Le système nous a volé tant de choses. Être roi, c'est prendre ce qui t'appartient, mais pas pour toi, pour construire la communauté. La royauté que tu incarnes est une bénédiction pour les autres. Tu crées un héritage qui les guide et leur apporte l'espoir, la force et la guérison. Il faut que tu rentres, on avait besoin de toi. Ou alors, si tu t'en prends à lui, tu auras affaire à nous. En substance, on peut donc comprendre que Beyoncé nous dit que nous devons construire un avenir commun, nous avons besoin les uns des autres, le collectif prime, l'unité et l'exemplarité. Ce sont des thèmes qui sont très souvent abordés au sein de la communauté noire. Elle parle aussi explicitement du rôle de la femme. Souvent, ce sont les femmes qui nous reconstruisent. Les femmes m'ont aidé à devenir un homme. J'ai appris des hommes, mais beaucoup plus des femmes. Et dans la même lignée, il est aussi question des responsabilités vis-à-vis des nôtres. Être roi, c'est prendre ses responsabilités. C'est faire des sacrifices, qu'on le veuille ou non. On ne fait pas ce qu'on veut. Il faut travailler, s'occuper des nôtres,
nos enfants, notre famille, c'est ça être roi. Le dernier thème mis en lumière est de loin le plus présent, la fierté, la dignité et la résilience. Le noir est la couleur de mon grand amour, tresse et vanille où s'entremêlent des siècles de prières. Le noir signifie désormais gloire. Nos frères et nos sœurs cachent leur couronne car ils vivent dans un monde de répression. On ne porte pas une couronne la tête baissée. On apprend aux hommes à ne pas s'aimer. On nous apprend à nous détester. On nous a enfermés dans une boîte où on nous a fait vivre avec une image fausse de l'homme noir. Mais nous sommes des rois. Nous devons prendre nos responsabilités et dépasser ces barrières pour la génération qui vient. La royauté, c'est ça. Avancer avec fierté et ne jamais déshonorer notre couronne en courbant l'échine. Encore un peu plus loin, les Noirs sont même présentés comme un peuple divin ou un peuple élu lorsqu'il est dit « Nous avons toujours été extraordinaires. Je nous vois refléter dans tout ce qu'il y a de plus céleste. » En fait, pour moi, ces textes ressemblent à un long poème que Beyoncé souhaite adresser aux générations qui la suivront. Une lettre à la jeunesse noire dont le cœur du message pourrait se résumer en une phrase. Des racines et des ailes. Autrement dit, soyez fiers de votre héritage et vous deviendrez les rois et les reines que vous méritez. C'est l'histoire du roi lion à qui Beyoncé a peut-être simplement voulu donner un visage humain et surtout un visage noir pour inspirer les générations futures. C'est en tout cas ce qu'on lit très clairement dans ses déclarations. Parlons de la forme à présent. Nous sommes là face à un long clip d'1h20, ultra léché, qui se veut un hommage aux familles noires à travers le temps. Alors commençons par le positif. C'est magnifique. Chacun de ces clips est un tableau censé représenter l'Afrique et les Africains. Tantôt la peinture est très fantasmée et à d'autres moments, elle est plus proche de la réalité. Tantôt tournée vers un passé royal et ancestral, plus contemporaine à d'autres moments. La mise en scène est clairement celle des clips musicaux classiques. Le but est de nous en mettre plein la vue à chaque nouveau plan. Et de ce côté-là, le contrat est rempli. Des chorégraphies, des costumes et des tenues colorées, des décors cinématographiques, des paysages grandioses, des prises de vue aériennes, etc. Là où dans un film classique, le visuel est plutôt au service de la narration, ici c'est tout le contraire. La narration est au service du visuel. C'est d'ailleurs ce que je regrette, car au lieu d'avoir une continuité narrative qui lie le tout ensemble, je trouve que la tentative de donner un lien cohérent à tout ça est un peu loupée. On regarde simplement une suite de clips indépendants les uns des autres, auxquels on a ajouté des petites scénettes pour accompagner les monologues. J'aurais préféré que les clips soient le cœur de la narration elle-même et que tout soit construit comme un long film. Inutile de revenir en détail sur tous les emprunts culturels qui sont faits ici. Ils sont très visibles et largement détaillés un peu partout. J'ai juste scotché sur toute l'imagerie biblique que Beyoncé a mis en scène en se représentant en Vierge Marie ou en mère de Moïse. L'Afrique n'étant pas une terre chrétienne de manière endogène, j'ai trouvé que ça détonnait un peu avec le reste. Mais bon, on sait tous combien les Afro-Américains sont attachés au récit biblique. D'autres passages qui pour moi détonnent aussi concernent toute l'imagerie de la royauté ou du bling-bling à l'occidental. On fait tantôt référence à des classiques Disney, tantôt à l'univers des clips de rap américain. Bon, au mieux, c'est une façon pour Beyoncé de nous dire qu'elle est un pont entre les deux mondes. Au pire, c'est comme le disent souvent ses détracteurs, une vision de l'Afrique basée sur un capitalisme noir qui ne ferait que bêtement imiter les codes de l'Occident. Puisqu'on y est, restons sur ces détracteurs et parlons de la polémique qui a fait rage dès la sortie du teaser qui ne dure pourtant qu'1 minute 30. Queen Bee a été accusée de romantisation de l'Afrique, syncrétisme culturel, esthétique précoloniale et même wakandafication. Oui, vous avez bien entendu, wakandafication. Les afroféministes américaines ont été les premières à l'attaquer, et ce très durement. Jade Bentil, une étudiante en black féminisme à l'université d'Oxford d'origine ghanéo-nigériane, tweet « Je suis lassée de ces tropismes et symboliques répétés à l'envi qui homogénéisent et essentialisent les cultures africaines dans le seul but de promouvoir le capitalisme noir. » Udikael Irakose, féministe afropolitique et universitaire basée dans le Maine aux États-Unis, estime que la bande-annonce amalgame toutes les cultures et les coutumes en une représentation singulière de l'Afrique, comme si on parlait d'un seul pays. Alors, ces critiques sont-elles justifiées ou non? Je dirais oui et non. Oui, car il est indéniable que tout comme Black Panther, Black is King nous offre une vision patchwork de l'Afrique qui donne l'impression d'un continent self-service où chacun peut venir y piocher ce qui lui plaît et le remettre à sa sauce,
pour en faire sa vision africaine au détriment des nombreuses identités propres qui la composent et leurs spécificités. D'un autre côté, peut-on reprocher aux Afro-Américains ou tout autre afro-descendant qui, fort d'un intérêt sincère pour l'Afrique, mais ne l'ayant jamais côtoyé dans sa chair, soit en y ayant vécu, soit par la transmission de ses aînés, d'essayer de se l'approprier, forcément de manière un peu patchwork, dans la mesure où il n'y a pas de lien direct avec un pays spécifique. Peut-on leur reprocher de vouloir magnifier quelque chose qu'ils aiment à travers leur art ? L'art n'est-il pas le meilleur lieu pour ce genre d'exercice qui permet de s'affranchir de tout ou partie de la réalité selon ses souhaits pour en créer une nouvelle ? Et plus important, sur un continent où nombre de pays sont en proie à des rivalités, qu'elles soient ethniques, géographiques, religieuses ou autres, n'est-il pas salutaire de voir des artistes donner vie à des œuvres qui mettent plutôt en avant une forme d'unité, quitte à ce que ce soit parfois un peu maladroit ? Chacun aura son propre point de vue sur ces questions. Il y a aussi la problématique du plagiat auquel Beyoncé est devenue une habituée première classe. On se souvient de la polémique de l'affiche de la tournée de Beyoncé et Jay-Z qui plagiait manifestement une image du film culte sénégalais Touki Bouki, sans qu'aucune mention ne soit faite de son auteur, Djibril Diop Mambéty, ce qui à minima est un manque d'élégance. En juillet 2019, à la sortie des clips Spirit et Bigger, il lui a été reproché une direction artistique qui présente de nombreuses similitudes avec le court-métrage La Maison Noire de Yannick Ilunga, alias Petite Noire, artiste congolo-angolais, natif de Bruxelles et installé en Afrique du Sud. Je m'arrêterai là pour les exemples de procès en plagiat adressés à Beyoncé, car il faudrait une vidéo de 24 heures pour tous les énumérer. Procès qui ont amené de nombreux internautes à dire que Beyoncé ne vouait en fait qu'une passion cosmétique à l'Afrique, dans la mesure où elle aime la revendiquer et s'en inspirer, alors qu'elle ne s'y produit que très rarement. Pour sa défense, Beyoncé dira devant les caméras de la chaîne ABC « C'est une lettre d'amour à l'Afrique. Je voulais m'assurer que l'on y retrouve les meilleurs talents du continent. L'idée n'était pas d'utiliser leur musique et de l'interpréter à ma façon, je voulais être authentique vis-à-vis de ce qu'il y a de plus beau dans la musique en Afrique. » En effet, afin d'anticiper ces accusations d'usurpatrice, et j'espère tout autant voire plus pour des raisons purement artistiques, la Queen invite sur son projet la crème des artistes Naija, tels que Wizkid, Tekno, Burna Boy, Yemi Alade, Mr. Eazi ou encore Tiwa Savage. On y retrouve aussi la chanteuse sud-africaine Moonchild Sanelly, l'artiste de dancehall ghanéen Shatta Wale et le façonneur de hits camerounais Salaciel. Et cette fois-ci, elle n'oubliera pas de créditer les artistes africains autres que les chanteurs ayant participé au projet, tels que la marque sénégalaise Tongoro, dont elle portait les tenues pour les clips Spirit et Bigger, ou encore les maquillages du Nigérian Laolu Sembajo, installé à New York. Finalement, la meilleure avocate de Beyoncé face aux attaques sera sa mère, Tina Knowles. Elle prendra sa défense sur Twitter et invitera les femmes noires ayant attaqué sa fille à se réveiller, selon ses propres mots. Elle leur dira également qu'elle ferait mieux d'utiliser leur rage pour agir contre le racisme systémique plutôt que de critiquer une sœur noire qui donne de son temps et de son argent pour la communauté. Dans son post, deux passages m'interpellent plus particulièrement car elles posent de bonnes questions, à savoir, in fine, quel est l'impact socioculturel et psychologique de cette œuvre. Partageons ensemble ces deux réflexions. Tout d'abord, Tina Knowles dit « Elle consacre son art à montrer avec audace la beauté de notre patrimoine et de notre culture. Son travail est de changer le récit, pour montrer que nous n'avons pas commencé comme esclaves, mais que nous étions rois et reines avant d'être contraints à l'esclavage. » Elle renchérit plus loin avec « Comment peut-on s'approprier la culture noire lorsqu'on est noir ? Elle a le droit à son héritage ainsi qu'à toute personne dans le monde. » Donc, deux questions. Premièrement, le film Black is King remplit-il sa mission, à savoir est-ce qu'il change le récit ? Deuxièmement, a-t-on besoin de se justifier face aux accusations d'appropriation culturelle africaine lorsqu'on est noir ? Le patrimoine africain est-il l'héritage de tous les noirs quels qu'ils soient ? Voilà ici deux questions très intéressantes et si certains veulent donner leur avis en commentaire, ils seront vraiment les bienvenus. Pour ma part, je dirais qu'un film comme Black is King ne remplit pas entièrement la mission de changer le récit, car ça restera pour beaucoup les simples fantasmes d'une artiste qui jouit de sa notoriété et non une réalité. Mais cela ouvre des portes pour des futurs créateurs qui proposeront sûrement des œuvres plus denses et plus profondes, et c'est ce tout qui, au final, finira par changer le récit. Le film Black Panther est un très bon exemple de cela,
car s'il a reçu des critiques à peu près similaires à sa sortie, mais tout de même moins virulentes en matière de syncrétisme culturel, son succès a eu pour conséquence immédiate la mise en chantier d'un film sur les minous du Dahomey qui ont servi d'inspiration pour les Dora Milaje qui accompagnaient notre Black Avenger. Le titre du film sera The Woman King, et les deux actrices principales et la réalisatrice ont déjà été annoncées. Nul ne sait sous quel angle le film sera abordé, mais je trouve d'ores et déjà que c'est une belle réussite de voir un film de super-héros noirs inspirer la réalisation d'un film centré sur des personnages noirs tirés de notre réalité historique. Quant à la question de savoir si un noir a besoin de se justifier face à des accusations d'appropriation culturelle, je dirais que oui, car malheureusement, on sait tous que certains noirs n'ont d'africanité que leur couleur de peau, et je trouve normal qu'on puisse leur demander des comptes quand leur projet semble mal intentionné, ou alors tout simplement que le projet ne bénéficie pas aux hommes et aux femmes que l'on met en scène. Pour conclure, je dirais que chaque pierre à l'édifice a son importance. Beyoncé a usé de sa notoriété pour apporter la sienne, selon sa propre vision. Alors que soyons honnêtes, son tournant africain n'est pas un must pour sa carrière. Elle a apporté sa pierre à l'édifice. Certains la contestent, c'est leur droit. Maintenant, que chacun apporte la sienne, aussi petite soit-elle, et petit à petit, la forteresse prendra forme. À nouveau, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter pour pousser plus loin la réflexion et le débat ensemble. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer les futurs épisodes, mettez un pouce bleu et surtout, partagez cette vidéo si le contenu vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous à très bientôt, jusqu'à ce que le lion nous raconte sa propre histoire.